Clamart. 20 morts, 45 blessés, un drame de 10 secondes. Ce n'est pas un tremblement de terre qui a créé ce paysage d'épouvante. L'écroulement de quelques cavernes ou de quelques galeries souterraines, vestiges des carrières d'où sont sorties les pierres de Paris, a soudain fait craquer la croûte de terre qui s'est affaissée de 5 à 6 mètres. Un immeuble de 3 étages, 25 pavillons, une petite usine n'ont plus été que des décombres. Le ministre de l'Intérieur, M. Roger Frey, est venu encourager les équipes de secours qui, avec un acharnement de fourmis, se sont efforcés pendant 3 jours de sauver ceux qui pouvaient vivre encore sous cet amoncellement de moellons, de ciment et de poutres. Des blessés, on en comptera en définitive 45, engloutis sous leurs murs. Des morts, on en comptera 20, enfouis dans cet entonnoir soudainement creusé sur une superficie de 6 hectares. Et au-delà de ces deuils brutaux, il y a l'immense tragédie des gens qui ont perdu un père ou un enfant, le drame de ceux à qui il ne reste rien de ce qui faisait leur vie quotidienne. Spectacle dramatique, spectacle affreux. On reste sans voix devant un désastre aussi inattendu, aussi inimaginable. Versailles était le dernier décor et le dernier acte de la visite du président des États-Unis à Paris. Et à travers cette admirable toile de fond, on a pu voir le général de Gaulle et Madame Kennedy ouvrir le cortège qui allait, circonstance dont la rareté fait aussi le prix, dîner dans la Galerie des Glaces. Fermant le cycle des entretiens de Paris, cette brillante soirée était la préface d'un autre cycle, celui de Vienne, où M. Khrouchtchev et M. Kennedy s'étaient donné rendez-vous. Un premier entretien, seul à seul, à l'ambassade américaine, en précédait un autre à l'ambassade soviétique. De ces conversations laborieuses, il ne sortirait qu'un geste de bonne volonté et une espérance. C'est déjà quelque chose. Car la soirée de Schönbrunn qui terminait ces 2 journées, et où les 2 cas, Khrouchtchev et Kennedy, étaient les hôtes du président Scherf, se terminait en sourire de part et d'autre. On le sait, la diplomatie n'en est pas avare. Mais c'est dans ce sourire de Khrouchtchev à Madame Kennedy, ce sourire de Kennedy à Madame Khrouchtchev, qu'on peut peut-être mieux que dans les communiqués lire un peu l'espérance du monde. Les 2 tiers de la population du globe souffrent encore aujourd'hui de la faim. Ce thème affligeant, M. Ternoir, ministre de l'Information, l'a développé devant la presse en donnant le départ d'une grande collecte qui doit permettre à la France d'apporter sa participation à la campagne mondiale contre la faim. Au palais de justice de Paris, le rideau est tombé sur le procès au lourd dossier de 2 des responsables du putsch d'Alger. Les juges du haut tribunal militaire n'auront siégé que 3 jours pour rendre leur jugement après avoir entendu le procureur Besson leur dire « Après des semaines de réflexion et de drame de conscience, je ne me sens pas le droit de réclamer la peine de mort. » 15 ans de réclusion. C'est par cette condamnation qui atteint Maurice Schall et André Zeller que s'est terminé ce procès exceptionnel. Au Bourget, le Salon international de l'aéronautique est arrivé à son terme. 2 journées de parade aérienne. À la première de ces journées, on a pu voir s'envoler le bombardier américain B-58 qui relia New York à Paris en 3h20. On ne devait hélas plus le revoir. Dans la campagne, on n'a retrouvé que des débris, tout ce qui restait de l'appareil et de son équipage. Ce drame qui garde son mystère ne devait pas arrêter la présentation. On devait voir tour à tour le singulier Breguet 940, capable d'atterrir en quelques mètres. Un appareil moins exigeant encore, le Short SC-1 britannique, qui décolle et atterrit à la verticale. Avec le Griffon, monoplace à aile delta et empennage canard, commençait la série des prototypes français qui ambitionnent les vitesses de 2500 km/h.
C'est ainsi qu'après le Mirage 3, appareil d'intervention qui équipe l'armée française et qui lui a servi de modèle, on a pu voir le Mirage 4 biréacteur, premier bombardier atomique européen. « 95 appareils, les plus rapides, les plus gros ou les plus révolutionnaires ont ainsi inscrit dans le ciel du Bourget les promesses de l'aviation. » 250 000 personnes, 2 générations de reines, la reine Elisabeth et sa mère, pour assister au derby d'Epsom qui consacre le meilleur cheval de la saison. 30 chevaux au départ pour 2400 mètres de course, au bout desquels se trouve une petite fortune, 60 millions aux vainqueurs. De quoi donner le vertige à tous ces jockeys qui prennent le départ tambour battant. Beaucoup de chevaux français dans ce peloton et parmi eux quelques favoris. On fonce en rang serré comme à Reichshofen. Personne ne se détache, tout le monde veut gagner. De fait, chacun des chevaux peut encore prétendre gagner. Tous les favoris sont là et aussi un cheval que personne n'attend, Psidium. Quelques coups de cravache de son jockey Roger Poincelet pour 60 millions, ça en vaut la peine. Et Psidium coiffe tout le monde sur le poteau. La reine est déçue, son favori est battu. Quant à Psidium, c'est par des ruades coquines qu'il manifeste sa joie. Avec Roger Poincelet, il a joué un bon tour à tous les parieurs. Match de la dernière chance pour le Racing Club de Paris, maillot clair devant l'équipe du Havre. Une dernière chance que les joueurs parisiens ont l'air de vouloir saisir du bout des pieds. Ils mènent rapidement par 1-0, c'est du grand Racing, un Racing qui n'aurait pas dû attendre la dernière journée du championnat de France pour essayer de décrocher le titre de champion. 2-0, les Parisiens sont bien partis, ils sont champions de France du moins momentanément. D'autant qu'à Monaco, les Monégasques, sous le regard sévère de leur souverain, peinent visiblement devant Valenciennes, maillot foncé comme les Monégasques, mais parement blanc sur la poitrine. Monaco doit absolument gagner s'il ne veut pas laisser le titre de champion de France aux Parisiens, et pour le moment, il n'en prend pas le chemin. Et pourtant, c'est un incident de jeu qui va donner la victoire aux Monégasques, faute de Valenciennes suivie d'un coup franc. Carlier marque pour Monaco un but qui vaut un titre de champion de France. Pendant ce temps, au Havre, le Racing baisse les bras, tous ses espoirs se sont envolés. Les Havrais en profitent, ce sont eux qui s'amusent maintenant et qui marquent successivement 2 buts qui leur donnent un match nul. Voilà qui est fait. À Monaco, c'est l'heure du triomphe. Pour la première fois, ils sont champions de France. Le rideau vient de se baisser sur une saison fertile en émotions. À ce pacifique lâcher de ballon succède un spectacle qui l'est beaucoup moins. Les 33 monstres en forme de voiture qui participent aux 500 miles d'Indianapolis sont lâchés. Pour le moment, avec leurs 400 chevaux sous le capot, ils sont encore bien sages. Pas pour longtemps, ce serait trop beau. Voilà, le festival commence. Inutile de vous déranger, messieurs, il n'y a que des blessés légers. Ça fait cependant 5 concurrents de moins sur le circuit où les rescapés continuent de rouler à plus de 220 à l'heure. Quand les monstres ne tournent pas, ce sont les mécanos qui battent des records de vitesse. En quelques secondes, on vous fait le plein et on vous change les 4 roues. Il ne reste plus grand monde sur la piste à la fin de l'épreuve. 12 voitures franchissent la ligne d'arrivée. C'est Foyt qui termine le premier et qui gagne les 50 millions du vainqueur, ce qui somme toute n'est peut-être pas trop pour ce qu'il a risqué.